Hey, hey! Bonjour, bonjour! Alice arrive. Salut. Ah, ça va? Oui, et toi? Oui, J'ai été plus rapide que la dernière fois. ouais, c'est ça capte bien. Bon, eh ben, salut à tous! Nous revoici pour ce nouveau À tous. et la bonne humeur. Alors, cette fois, Oui. c'est le jeu dans tous ses états. Tout le monde m'entend bien? Tu m'entends bien? Moi, je t'entends bien. Voilà. J'avais envie d'ajouter dans la joie, la bonne humeur et sous la neige. Et sous la neige, oui, voilà, c'est bon. J'ai séché la neige, j'en avais plein les cheveux. Bonjour Priscilla, bonjour. Il y a des gens qui me font coucou, coucou, Aude. Alors, attends, parce que Bien, moi, je vois les bonjour à trucs tous. défiler. Bonjour Cassandra, bonjour Aurélie, Virginie, Priscilla, coucou Priscilla. Priscilla, que je connais bien. Enfin, que je connais bien. Alors, on va attendre un petit peu. Ouais. Ça va, tout le monde Donc, a profité de sa matinée à faire de la luge. ça va être l'apocalypse dans quelques heures. L'apocalypse. Moi, je suis bien au chaud. On a fait un ange de neige. Tout s'est bien passé. C'était Non, je te dis. Ah, de neige. Bon, on va attendre que tout le monde arrive. Coucou, Mom Baby J. J'adore vos pseudos, des fois, c'est génial. J'espère que vos fêtes se sont bien passées. Alors aujourd'hui, on va parler d'émotions, donc la colère, la tristesse, le stress, de l'ennui aussi, des portes qui claquent, mais aussi de la joie. Donc on va parler d'émotions aujourd'hui dans ce live. Ça commence maintenant. On est ravis de vous retrouver avec Alice. On va parler de tout ça, de tous ces petits tracas au quotidien, toutes ces joyeusetés qu'on rencontre sur nos lieux d'accueil et qui vraiment font notre petit bonheur. Il ah. n'y a pas que des... Il y a eu beaucoup de questions sur les conflits, mais il n'y a pas que ça. Donc c'est un... N'hésite pas à commenter, à mettre aussi des questions en commentaire si on les voit et qu'on Ouais, 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 ouais. on y répondra bien évidemment. C'est vrai que les émotions, c'est un sujet qui vous anime, hein, ça vous pose beaucoup de questions, évidemment. Qui dit travail social dit travail avec de l'humain, forcément, avec des gens. On côtoie des gens. Donc, et puis, on rencontre souvent des situations conflictuelles, tendues. Il y a souvent des turnovers d'équipe qui reviennent dans les questions. Ça, c'est quelque chose qui... Bonjour Laurence, c'est quelque chose qui vous inquiète parfois. N'hésitez pas à nous poser des questions aussi, à intervenir dans le chat, hein. Nous, on est là pour vous répondre. On est franchement contente de refaire un live. Enfin, moi, je suis contente des retombées Moi que ça a eu, voilà, de retrouver mon Alice. Voilà, donc merci beaucoup de nous suivre, de nous écrire. On adore tout ça. On essaie de répondre. Moi, j'essaie de répondre à tout le monde dès que je peux, les messages, mais des fois, c'est pas simple parce qu'il y a beaucoup de messages. À moins de créer une faille temporelle ou de figer le temps où je pourrais répondre à tout le monde, bah, mais je fais de mon mieux en tout cas. Voilà. Donc déjà, bah, coucou pour ceux qui nous rejoignent encore. Et puis on va bientôt démarrer, hein. On va peut-être se représenter à nouveau, mais moins longtemps que la dernière fois. Ensuite, aussi. vous nous connaissez déjà. Du coup, moi, c'est Christelle, hein, voilà, ça n'a pas changé. Je suis EJE depuis 2009, accompagnatrice à la VAE de JE et directrice aussi en congé parental de AJE, de crèche, multi-accueil. Voilà, j'ai un site internet, objectifeje.com, et en ce moment, je travaille sur les nouvelles formules 2021 de, par rapport au nouveau référentiel du DEJE. Coucou Anne. Anne nous dit coucou. Voilà, et donc les nouvelles formules arrivent bientôt, parce qu'on a un nouveau référentiel EGE qui est salé. Donc ça va être sympa. Oui. Et puis... De quoi? Il y a un nouveau jury qui va arriver. Là, il y a des étudiants qui vont.
Ils vont passer en jury VAE au mois d'avril, je crois, c'est ça? Oui, 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 là, on va faire, bah, là, les jurys, c'est parti. On va bientôt recevoir vos dossiers pour l'IDF, nous, parce que ceux qui passent l'oral en VAE de JE, ils passent la semaine du 12 avril. Peut-être qu'on se verra. Si on se voit, je rien, si vous me reconnaissez. Chut. Coucou, il y a une éduque chez vous, Christelle, qui se connecte. Salut! Bonjour, bonjour. Du coup, ben, Alice, c'est à ton tour. Si tu veux. Donc, je suis aussi éducatrice de jeunes enfants. J'ai été sur le terrain pendant un petit moment. Ensuite, j'ai pris la direction de crèche. J'ai fait 6 mois en tant que coordinatrice aussi, mais j'avoue que ça m'a moins plu. Et puis maintenant, je fais pas mal de formations pour les futurs pros ou les pros de la petite enfance. Je suis également accompagnante parentale et directrice de crèche à mes heures perdues. J'ai perdu. Bah, Alice et moi, on se connaît parce qu'on a travaillé ensemble sur un réseau de crèches privées. Donc voilà, nous sommes devenus amis, collègues. Nos crèches étaient voisines. On prenait nos déjeuners ensemble. C'était beau. Le temps des... Comme quoi, on peut créer des relations sympas, même en petite enfance. Oui, rebondir, exactement. On peut tout à fait avoir pas tout le temps des situations tendues avec les collègues. Ah, Anne passe l'oral dans une semaine. Et oui, oui, bah oui, en ce moment, je prépare des élèves qui passent le 26 aussi. Là. Donc voilà, bon courage pour cette dernière ligne droite. Est-ce que nous commencerions pas par les petites questions que nous avons reçues, n'est-ce pas? C'est parti. C'est parti, vous nous avez envoyé des questions toute la semaine, donc encore en rapport avec les émotions. Donc souvent, ce qui revient, c'est les situations tendues avec les parents. Dont vous accueillez les enfants dans vos structures, les situations difficiles avec les collègues, les supérieurs aussi, ça c'est beaucoup revenu, et puis l'ambiance de travail un petit peu tendue, les turnovers, les soucis avec les enfants. Donc tout ça, c'est ce qu'on va aborder aujourd'hui. On va parler de la distance professionnelle, de la prise de recul. Qu'est-ce que ça veut dire ces gros mots? C'était grand. Donc voilà, on va voir tout ça aujourd'hui. Première question, attention, je sors mes post-it à question. Magie, fais une petite musique d'ambiance de suspense. Andrew, Il me semble que c'est moi qui ai la première question, cher ami. ah, c'est toi qui as la première question. Il me semble. Ah mon Dieu. Bah, moi, j'allais faire au pire. Vas-y. Comment faire quand ça passe pas avec un enfant et qu'on a du mal à aller vers lui? D'accord. Alors, ça arrive. C'est humain, encore une fois. On est dans un métier, c'est jamais neutre. Donc, si ça passe pas avec un enfant. Donc, effectivement, la neutralité. Bonjour Manon. La neutralité dans ce milieu, ça n'existe pas. On parle de distance, hein, on parle d'équité, d'impartialité. Donc, quand on est dans l'humain, il y a vraiment beaucoup de problématiques relationnelles et intimes. Hein. Ça, faut le savoir, c'est normal. Hein. Il y a beaucoup d'éléments non maîtrisables. On a tous des sentiments différents. Comme dans toute relation humaine, ben, des fois, même avec les enfants qu'on accueille, même si c'est notre devoir, entre guillemets, parfois, la magie, oui, passer le relais peut aider, effectivement. Tu me spoil, éducation nouvelle. Attention, c'est ce que je dis après. Un petit contre de chat. La magie ne s'opère pas spécialement à chaque fois, pour plein de raisons, en fait. Peut-être qu'il y a un enfant un peu agressif ou qui pleure beaucoup, qui vous attire pas. Vous avez le droit, hein, ça peut être une odeur qui vous insupporte, un comportement. Des parents aussi, des fois indirectement, quand c'est compliqué avec les parents et qu'on a peur de faire mal avec leur enfant. Donc oui, effectivement, on passe le relais. On passe le relais. Euh, Il y a des situations où on se sent, des situations où on se sent impuissante professionnellement ou impuissant. Il n'y a peut-être pas que des filles. S'il y a des garçons, levez la main, s'il vous plaît, parce que je cherche des EJE pour des lives. SOS, je passe mon annonce. C'est pour des lives, hein, c'est pas pour autre chose. Et ça peut être des enfants qui ne viennent pas vers vous, tout simplement. Quand c'est des enfants qui ne viennent pas vers vous, c'est vrai qu'on peut se sentir démuni. Je ne sais pas ce que tu en penses, Alice. Moi, je me questionnerais. Se questionner un petit peu. Pourquoi? Observer. Euh,
Parce que quand vous-même, vous avez des problèmes avec cet enfant-là, l'enfant le ressent, hein, les enfants sont sensibles ils sont sensibles aux émotions. Donc, si dans votre communication non verbale, déjà, ça passe pas, ce que vous renvoyez au niveau des enfants, bah, ils vont le sentir. Et là, ils vont sentir cette aversion que vous avez. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah oui, en parler, se re-questionner, se remettre en question. Et puis, moi, une fois, ce qui avait marché, c'était vraiment me remémorer l'adaptation que j'avais fait avec un enfant. Me remémorer le premier contact avec sa famille, toute la complexité, tout ce qui rentrait en jeu. C'est vrai que ça m'avait aidé. Et puis maintenir l'empathie malgré tout. Il faut maintenir un lien avec les parents, enfin, prendre le temps, Ouais. puis aller à la Prendre le rencontre de l'autre. Pas se forcer, mais aller à la rencontre, proposer des choses que vous aimez à cet enfant-là si ça passe pas avec lui. Voilà, vous êtes à l'aise avec un atelier ou une activité ou n'importe quoi ou une histoire. Proposez-lui pour voir ce qui se passe. Et puis, pourquoi pas, hein, ou même au biais de petits groupes, hein, quand ça passe avec les autres enfants, ça peut permettre à cet enfant-là de se dire, bah tiens, finalement, elle est peut-être intéressante, cette dame. Je vais y aller. Mais oui, passer le relais, si vraiment il n'y a pas possibilité de passer le relais, puis c'est pas obligé que ça... C'est pas grave. Enfin, moi, je pense, faut pas du tout culpabiliser par rapport à ça. Et puis ça peut revenir l'année suivante. Il y a des professionnels qui sont peut-être plus à l'aise avec certains âges que d'autres aussi, dans certaines sections. Donc, je sais pas, qu'en penses-tu? Si tu veux rebondir. Moi, Je te rejoins tout à fait. Je pars du principe que dans l'humain, autant avec des adultes qu'avec des enfants, bah, il y a des personnes avec qui ça passe plus que d'autres. Et c'est alchimique, on ne comprend pas forcément pourquoi. Donc effectivement, pas culpabiliser là-dessus, c'est normal. Passer le relais est une très bonne chose. Peut-être en parler en équipe avant, pour que les collègues sachent que avec lui, là, c'est un peu compliqué. Je te rejoins tout à fait sur le côté, faites un atelier avec lui, peut-être en individuel ou petit groupe, pour essayer de créer du lien autre, parce qu'effectivement, l'enfant le ressent et des fois, ça fait un peu un effet, comme avec un adulte, un peu boule de neige. On va en parler dans les contextes d'équipe. Euh, quand il y a quelqu'un qu'on apprécie moins, on va tout de suite lui en vouloir, entre guillemets, ou voir tout de suite les petites choses négatives qui vont nous agacer encore plus chez lui ou chez elle, parce que déjà à la base, on a du mal. Euh, alors que c'est des petites choses qui, chez quelqu'un d'autre, ne nous agaceraient pas forcément. Et en fait, c'est là où on va prendre du recul, se remettre aussi un peu en question, surtout pas culpabiliser, effectivement, passer le relais, et puis y aller doucement, créer des moments sympas, passer par, peut-être que je dis un gros mot pour certains, mais passer par des moments de chatouille, de câlin, essayer de créer un lien avec cet enfant, de rire autour d'un jeu, enfin voilà, proposer quelque chose pour créer du lien, et puis si vraiment ça ne passe pas, voilà, on passe le relais, tout en restant nous, effectivement, parce qu'on a quand même ce devoir de rester professionnel, et que les autres enfants ne puissent pas sentir, au même titre que c'est normal d'avoir des chouchous dans son cœur, le but, c'est que les autres enfants ne le sentent pas. C'est ça. Est-ce que on fait un point sur la distance professionnelle là maintenant ou on attend un petit peu d'aborder certaines questions? Parce que tu parlais de prendre de la distance. Ça se recoupe, effectivement, ça se relie. C'est vrai que la distance professionnelle, on en parle beaucoup, hein, c'est des grandes phrases que vous entendez en réunion ou souvent par vos directions. Hein. C'est quoi quand on accompagne des familles toute la journée, des enfants, surtout des enfants qui ne sont pas les siens, j'ai envie de dire. L'enjeu, c'est d'établir une relation de confiance auprès des parents. Donc, c'est pas facile et ça demande une certaine professionnalisation. C'est ça qu'on attend de vous, c'est ce qui est dans votre fiche de poste. Après, la licence professionnelle, c'est une notion qui est différente d'une personne à une autre, je pense, en fonction de l'histoire. C'est ce qu'on disait la dernière fois. En fonction de son histoire, en fonction de ses principes, en fonction de ses valeurs, de son éducation, de sa culture. Pour en avoir une définition. La distance, on sait ce qu'on sait. Vous savez ce que ça veut dire? Oh, distance. Normalement. 2 mètres, 3 mètres, distance physique. Ok. Et la notion de distance professionnelle, c'est de se dire, on reste. Je réfléchis en même temps. J'ai un cerveau. On reste suffisamment,
on reste suffisamment proche des personnes pour pouvoir les accompagner, mais, mais suffisamment distante pour ne pas se sentir étouffée par eux, par elles. Alors c'est difficile parce que ça demande de l'implication. Ça demande l'implication physique, physiquement et psychologiquement. Donc selon moi, la distance professionnelle, c'est une barrière invisible, hein. C'est une limite qui permet de garder une certaine ligne de conduite dans sa profession. Oui, d'accord. C'est pas toujours simple. Je ne pense pas que c'est toujours simple. Et dans le quotidien, ça permet d'établir un contact avec l'enfant, de ressentir ses émotions, ses besoins, mais en préservant aussi son bien-être physique et psychologique. Enfin, votre bien-être. Ça vous aide, ça vous aide à prendre du recul pour faire votre métier de façon objective, dans le respect. Pour moi, dans les EAJE, c'est important, selon moi, que toutes les professionnels aient conscience de cette distance professionnelle. Souvent, moi, je ne sais pas toi, c'est un petit peu difficile quand je vois les professionnels qui dévorent de câlins et de bisous les enfants, qui les envahissent un petit peu par leurs gestes, même si l'enfant en a besoin, hein, bien sûr, mais souvent, c'est des enfants là qui ne sont pas en demande. Voilà. Quand c'est des enfants qui ne sont pas à soi, c'est particulier. Ou alors même entre elles, hein. Il y a des professionnels qui sont des bisous, des câlins entre elles, et puis qu'avec des préférés aussi. Donc déjà, bonjour l'ambiance pour les autres qui arrivent. C'est cool. Bonjour. Moi, ça m'est arrivé. Des professionnels qui se font la bise, puis toi, tu es là. Hop. Donc je sais pas. Peut-être. Je sais pas. Donc voilà. D'ailleurs, essayez d'imaginer un petit peu 2 secondes une maman, ce qu'elle ressentirait en arrivant sur votre structure si elle voit une professionnelle qui dévore son enfant de bisous et de câlins. Il y en a qui sont à fond. Ah, j'adore, c'est génial, gna, gna. Mais il y en a d'autres. Pour, pour moi, genre moi, moi, d'autres, Je ne sais pas pourquoi. je sais pas, c'est des gestes hyper personnels. Bon, en plus, maintenant, je pense que peut-être la question est différente. Maintenant, vous avez les gestes barrières, les masques et tout ça. Moi, je travaille plus en crèche depuis 1 an et demi, donc j'ai pas ce recul suffisant. Mais c'est des gestes hyper personnels. Ça appartient aux parents, à la famille proche. Donc, À mon sens, c'est quelque chose qui s'échange aussi en équipe. Ça pourrait être très intéressant de faire une réunion d'équipe sur ce sujet-là pour que chacune puisse donner sa définition de la distance professionnelle et que tout puisse être cohérente. C'est quelque chose qui est important à mon sens, la cohérence, parce que si des professionnels agissent d'une manière et d'autres professionnels d'une autre manière, forcément, enfin, voilà, il n'y a pas de cohérence. Une réunion d'équipe pour en discuter, ça peut être chouette. Et effectivement, les enfants ont besoin, on en discutait la dernière fois, les enfants ont besoin d'affection, ont besoin de câlins, ont besoin d'être rassurés, de sécurité affective, mais il y a une limite, une barrière, une distance entre rassurer un enfant affectivement quand il en a besoin et l'envahir de notre besoin à nous de câliner ou de bisouiller un enfant parce qu'on l'apprécie, parce que je sais quoi, alors qu'il n'est pas en demande. c'est ça. Se dit au-delà dit. Après, c'est vrai que si un enfant te demande un câlin, c'est écrit dans le chat. Je pense qu'il faut lui le faire, il en a besoin à ce moment-là. Et ce n'est pas la professionnelle qui le demande. Exactement. Répondez à un besoin. Après, Parfaitement. qui peut-être ne peuvent pas l'exprimer aussi, et peut-être que les émotions s'expriment différemment dans leur famille. Donc ça aussi, il faut le déceler, il faut voir si vous, quand vous proposez un câlin, parce que vous pensez que c'est judicieux à ce moment-là, voir comment réagit l'enfant. S'il est tendu, bon, voilà. S'il se laisse aller alors que c'est pas lui qui est venu vous voir, pourquoi pas aussi. Éducation nouvelle disait la juste distance, même dans la parole, les transmissions, quoi dire et comment le dire. Oui. Alors, Encore une fois, ça se travaille en équipe autour des transmissions. Je rebondis juste avant sur ce que tu disais aussi, Christelle, sur la juste distance entre professionnels, donc entre adultes.
c'est qu'il ne faut pas oublier qu'on est sur notre lieu de travail. Alors oui, on est dans un monde de femmes. Et qu'on peut très bien se voir à l'extérieur et créer des liens. Moi, la première, à la preuve avec Christelle, on l'a fait, c'est pas un souci. Mais sur le lieu de travail, arriver à trouver cette juste distance. Et pareil avec donc les familles, effectivement. Alors, quoi transmettre, encore une fois, c'est un travail d'équipe, à mon sens, sur qu'est-ce que, en équipe, on décide de transmettre ou pas. Ça peut varier d'une structure à l'autre, d'une équipe à l'autre. Moi, j'ai envie de dire qu'allez-vous surtout pour ce que les parents ont besoin d'entendre. Parce qu'il y a des parents qui sont à fond sur certaines choses et des parents qui s'en moquent un peu plus. Et tout est dans l'art de s'adapter aux parents qu'on a en face de soi. Si un parent est très angoissé sur les caca, par exemple, il veut absolument savoir tous les jours combien il a fait de tel, tout ça. Et ben, si c'est quelque chose qui est important pour lui, autant lui transmettre. Il y a des familles qui n'en ont rien à faire, pour rester poli. Et dans ce cas, ça sert à rien de l'embarrasser avec ça tous les soirs sur ce qui s'est passé dans la couche, quoi. Je pense que ça peut être quelque chose, par exemple, à demander pendant la période d'adaptation. Qu'est-ce que vous avez envie le plus de savoir? Qu'est-ce qui vous intéresse le plus? Enfin, ça peut être un échange en accord avec le parent aussi. Et puis, encore une fois, une distance avec le parent. On peut rigoler, on peut blaguer, on peut créer du lien en restant professionnel. Bah, c'est vrai que les parents vous confient leur enfant pendant 3 ans. C'est vrai que les parents ne sont pas vos amis, hein. Nous, on s'occupe de leur enfant, on entretient une relation privilégiée avec l'enfant, avec eux aussi. Mais effectivement, que ça peut faire naître quelques difficultés, quelques rivalités aussi. Euh, Il y a des parents qui essayent le copinage, il y en a qui vont essayer de nous tutoyer alors qu'on veut les vouvoyer. Bon, ça, c'est un autre débat, le tutoiement et le vouvoiement avec les parents. Les appeler au nom par leur prénom, ça c'est encore un autre débat. Il y a tout ce qui est jugement, mais c'est essentiel de garder à l'esprit que notre rôle, c'est d'impliquer le parent dans son rôle auprès de son enfant et pas de prendre sa place. Donc ça, professionnel aussi, ça rentre dans ce cas de figure. En parlant des parents, je rebondis avec une question. Pas ma chère. J'ai une question de quelqu'un anonyme. Des parents me rendent folle et remettent tout en question. Alors, faire, ça vous arrive souvent, je pense, dans le chat, des parents qui vous rendent folle. Oui. Qu'en penses-tu? Effectivement, c'est un truc qui revient pas mal. La première chose qui me vient en tête dans ce genre de situation, c'est la confiance. À mon sens, à mon sens, un parent qui remet tout en question, qui est relou, c'est qu'il n'a pas confiance. Et c'est à nous de nous dire, OK, qu'est-ce qu'on a fait ou qu'est-ce qu'on n'a pas fait, qui fait que ce parent est tellement inquiet, angoissé, il a besoin d'être tout le temps à tatillon, à chercher la poubelle. D'être rassuré. Voilà. Et donc, c'est comment on va le rassurer? Pourquoi ne pas tout simplement lui poser la question avec beaucoup de tact? Pourquoi? Et non, n'allez pas en disant pourquoi ne m'aimez-vous pas? Non, c'est pas ça. Non. Pas le problème. Je vous propose un truc un peu du style est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait faire qui pourrait vous rassurer? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a fait qui vous a inquiété? Je sens bien qu'il y a quelque chose qui vous tracasse. Est-ce qu'on pourrait en parler? Vivant. On lui rend son enfant. Enfant vivant en un seul morceau. C'est ça. Les enjeux de la relation avec le parent. La complexité du jeu. Du travail, du jeu. Pourquoi j'ai dit Je sais pas. Si on voit par rapport à notre regard d'adulte, nous, en tant que nous, notre personne, imaginons en tant que parents, pour celles qui sont parents, si on est relou, c'est parce qu'on n'a pas confiance. Ou dans une relation de couple, si on est relou, c'est qu'on n'a pas confiance. Je caricature un peu, mais c'est ça. En fait, dites-vous vraiment que si le parent il est embêtant, c'est qu'il y a un truc qui l'angoisse, quoi. Donc, aller chercher le pourquoi. C'est sûr que les parents, faut les supporter, mais c'est normal aussi. C'est une relation spéciale qui vous lie avec ce parent, aux parents. C'est une ambivalence, c'est-à-dire qu'ils vous confient, je dis toujours,
cette expression depuis des années, mais je le redis, le parent vous confie ce qu'il a de plus précieux. Donc, à une personne payée en plus, pour effectuer des tâches que lui ne peut pas faire parce qu'il doit travailler. Il est obligé de travailler. Tout ça dans un environnement donc professionnel. Il y a une distance, il y a une neutralité qui sont de rigueur. En gros, vous êtes un peu la personne qui le sépare aussi de son enfant. Hein. Il y a une culpabilité. Ils peuvent ressentir une culpabilité, vous envier de tout ce temps que vous passez avec cet enfant toute la journée, que le parent rate des choses. Il y en a certains qui nous disent clairement, vous allez voir ses premiers pas avant lui. Ils ont l'impression que vous, avant moi, ils ont l'impression que vous le connaissez mieux. Donc, quand vous devenez comme ça la cible des interrogations des parents, ben, ce qui vous renvoie, c'est leurs doutes et leurs angoisses. C'est ce que tu disais. Ils veulent se décharger aussi un petit peu sur nous. Mais c'est de la culpabilité, parfois de la tristesse. Donc, on les rassure, effectivement. On organise des temps de rencontre. On recentre vraiment sur l'enfant. C'est tout ce qu'ils veulent savoir. Effectivement, dans le chat, on dit oui, les parents n'ont pas d'aperçu de la journée de leur enfant. Transmission importante, c'est tout ce qu'ils veulent, c'est de voir ce que font leurs enfants sur la structure. Donc oui, les faire rentrer, les ateliers enfants-parents, les cafés des parents. Ils veulent voir. En ce moment, c'est compliqué avec cette histoire de Covid, mais sur le principe, oui, c'est Oui. des bonnes choses à faire. Je me souviens d'une maman qui était en adaptation et qui était complètement angoissée. Et il y avait une autre maman qui m'a regardée, qui m'a fait un clin d'œil. Je n'ai pas compris sur le moment. Et qui est venue s'installer à côté de cette maman en adaptation et qui a commencé à lui expliquer qu'elle aussi était super angoissée au début, mais que vraiment, depuis, elle était super en confiance, que ça se passait très bien, qu'il n'y avait jamais eu de soucis. Et en fait, c'est la maman qui est venue m'aider à rassurer cette personne dans l'adaptation, sans que j'ai compris ce qui se passait sur le moment. Et ça a très bien marché. Donc, le fait de mettre en lien les parents, c'est qu'en échangeant entre eux, ça peut aussi mettre en confiance certaines familles. Et je rebondis sur quelque chose que tu disais qui est quand même assez important et qu'on n'a pas, nous, en tête, tout le temps forcément en tant qu'éduc, c'est que ces parents-là, ils payent pour une prestation. Qui peuvent Donc, eux. Ils peuvent pas. Ils ont forcément un peu cette notion de clientèle et de service. Ils payent pour un service. Si on se met un peu à leur place, que ce soit sur un service de garde d'enfants ou autre chose, quand on paye pour quelque chose, souvent, on a envie que ce soit qualitatif derrière. Et donc, les parents, forcément, ont tous on peut appeler ça des lubies, sans que ce soit péjoratif, mais ils ont tous des angoisses et des choses sur des détails qu'ils ont envie plus que d'autres. Et donc, sur ces détails-là qui leur importent pour eux, ben, ils vont être un peu insistants. Et voilà, c'est à nous de prendre du recul et de se dire, OK, je l'accueille dans sa globalité, je l'accueille dans sa spécificité, je comprends que ce sujet-là l'angoisse. Des familles qui sont très angoissées par le sommeil, d'autres, ça va être leur pas, d'autres, ça va être il faut qu'ils marchent avant tout le monde. C'est des choses qui reflètent leur histoire, qui reflètent qui ils sont, et on est là pour les accueillir et accepter ça, quoi. Après, ça passe pas tout le temps. Si ça marche pas, vous prenez un rendez-vous, vous prenez un tiers médiateur. Vous pouvez tout à fait demander à votre directrice ou à une EGE ou n'importe quoi, ou à un EGE de. Oula, j'ai de la neige qui tombe sur. Tout va bien. Sur le Vélux, c'est comme une mini avalanche. C'était très joli, mais surprenant. Oui, donc vous prenez un tiers médiateur et pour exprimer vos ressentis à chacun. Et puis souvent, des fois, ça aide énormément. Hein. Ça aide. Et les responsables sont là aussi pour ça. Hein. En tant que directrice, on le sait, on est le mauvais objet et c'est normal. Et à mon sens, une responsable se doit d'assumer ce rôle-là, d'aller un peu faire le médiateur avec les parents et d'aller prendre le relais si avec un membre de l'équipe, ça passe pas, quoi. Bah, justement, ça me rappelle un souvenir personnel, professionnel, qui me touche personnellement, que j'avais vécu. Je venais d'être diplômée, donc c'était il y a 12 ans. Oh my God. Et donc, j'étais une nouvelle EJE de section dans un multi. Et plusieurs mois après mon arrivée, il y a la directrice qui m'a reçue en disant, tu vois, avec telle famille, il y a plusieurs mois, ils sont venus me voir. Ils ont dit qu'ils n'avaient pas confiance en toi, qu'ils avaient du mal avec toi, etc. Donc moi, ça fait plusieurs mois que je t'observe, que je te dis rien.
et je te laisse aller vers cet enfant. Et effectivement, au bout de plusieurs mois, bah, c'était nickel. Moi, elle m'a jamais rien dit. J'ai continué à travailler normal. Et à la fin de l'année, les parents, ils étaient à fond. Ah, tu l'aimes, ta Christelle, gna gna gna. J'étais, va voir Christelle et tout, elle est super, merci. Et ils ont... Non, mais c'est vrai, à la fin, tu l'aimes. Moi, parce que l'amour, hein, c'est pas ça. Mais donc, ça me fait sourire. Mais voilà, c'est dans mon attitude, en tout cas, j'étais pas au courant. Donc, moi, j'étais naturelle. Et comme quoi, bah, finalement, c'est venu tout seul après. Le fait d'avoir fait intervenir une personne aussi, votre directrice, votre directeur, ça peut aider. La notion de confiance, quel que soit le sujet, elle est aussi pas la même chez chacun. Il y a des personnes qui vont faire confiance de base, et puis s'ils sont alors, trahis, c'est un grand mot, mais si en tout cas il y a une petite chose qui après font qu'ils n'ont plus confiance, bah voilà. Il y a des personnes qui, à l'inverse, vont de base ne pas faire confiance et voir ce qui se passe. Ouais, Et ça, le parent, il vous dira pas comment il fonctionne. on testait aussi pour voir. C'est compliqué. Ça. Comme on parle des parents, j'avais une autre question sur les parents, si tu veux. C'est-à-dire, Ouais. comment réagir face à des parents dont l'enfant était mordu et qui sont très en colère? Oui. Alors, à mon sens, il faut déjà accueillir cette colère. Commencer par je comprends votre colère, il faut l'accueillir. Parce que si on part direct dans vous avez tort, on les a perdus et ça va être de pire en pire. Donc, ok, oui, je comprends votre colère, expliquer et puis leur dire un peu ce que vous avez fait concrètement. Voilà ce qui se passe quand il y a des enfants qui sont mordus dans la tâche. L'enfant qui a mordu, on fait ci, l'enfant qui est mordu, on fait ça. Et puis ensuite, on va mettre en place des choses. On a des livres sur la morsure. On va expliquer, on va donner une alternative, peut-être en fonction des structures. Hein. Des fois, ça va être une pomme, un truc. Là, tu as le droit de mordre là-dedans, mais pas le copain. Euh, ça, c'est un travail d'équipe où on va trouver la solution qui correspond à cette équipe. Mais plus on va donner aux parents euh, des choses concrètes sur ce qu'on va faire, ce qu'on a fait, ce qu'on va faire, pour pas que ça se reproduise, et plus il peut être rassuré. Si vous voyez que vraiment ça part en catastrophe, dire écoutez, ce que je peux vous inviter à faire, c'est qu'on sorte de la pièce déjà pour pas que les enfants subissent cette colère et voilà. Et on peut aller échanger un peu plus loin ou proposer voilà, est-ce que vous souhaitez que demain on se rejoigne voilà, un rendez-vous avec la responsable également pour pouvoir remettre à plus tard la colère pour que les parents aussi comprennent que Pour votre colère. non mais de toute façon il faut l'accompagner donc effectivement proposer un rendez-vous ou un pas mon mot un échange et lui montrer ce qu'on va faire ce qu'il veut en fait le parent c'est être sûr que ça ne se reproduise pas. Et du coup, il faut lui prouver par A plus B qu'on a mis des choses en place pour que ça ne se reproduise pas. Et comprendre, lui dire, je comprends votre colère, je comprends que c'est difficile de voir cette trace-là, et on va tout faire pour que ça ne se reproduise pas. Donc ça, c'est des choses qui sont assez courantes. Ce qui peut être aussi sympa et pratique, c'est de faire de la prévention. C'est-à-dire que au moment de l'adaptation ou d'une réunion de parents, de rentrée ou de que sais-je, comme vous le sentez, parlez de tout ça. Parlez de la morsure, parlez que ça va arriver. Parce que comme ça, les parents vont être prévenus. Ce que je dis d'habitude, annoncer la couleur. Votre enfant C'est va ça. être coupé, votre enfant va être mordu, votre enfant va pousser, lui aussi, et voilà. Et ce qui dérange le plus le parent aussi, c'est de voir quand il y a une lésion physique aussi sur la peau de son enfant, n'importe quel parent serait vraiment offusqué hein, de ça. Donc ça, c'est normal, il faut recevoir. Après, ils veulent des résultats. La question de la morsure, on ne va pas l'évoquer. Bien sûr que ça, c'est très fréquent et c'est souvent dû au nombre d'enfants, au manque de professionnels du coup qui contiennent pas le groupe et puis souvent à l'aménagement de l'espace. Donc effectivement, c'est un autre sujet. Donc on va pas les C'est complexe. très vaste. Là, ce qu'on est en train de traiter, donc c'est vraiment comment on accueille la colère d'un parent qui est un calme hein, de toute façon. Ça pourrait être un sujet, ça. Travailler l'agressivité en structure, que ce soit sur les enfants. Enfin, on peut faire un sujet là-dessus.
Oui, 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 bien sûr. Il y a une personne, Là, à partir oui, de live, il sera en IGTV comme d'habitude. C'est l'onglet central sur ma page. Euh, Abiba, c'est ça? Oui, Abiba. oui, c'est vrai. Ok. On a répondu à cette question du coup sur les parents en colère quand il y a une morsure. C'est ça. Moi, j'en ai une autre aussi sur les parents, mais qui est plus sur la gestion d'un membre de l'équipe. La question c'est comment gérer ses émotions face à un parent qui lève la voix, qui gronde et qui punit son enfant à la crèche. Comment réagir, même si on sait que c'est pas forcément à nous de faire quelque chose, mais voilà, comment gérer ses émotions, comment réagir à ce moment-là. Qu'est-ce que C'est-à-dire tu en penses? quand il gronde son enfant et quand il punit, c'est ça? Devant vous. Ouais, Bah, c'est sûr que humilier, faire peur et faire mal et faire souffrir, maintenant on sait que c'est plus vraiment des modes d'éducation, mais que c'est des violences. Après, en soi, là, on ne parle pas d'enfants vus à l'extérieur, mais on reste dans la crèche. Moi, à la base, je me dis déjà, il faut pouvoir se mettre à la place du parent qui rentre du boulot, qui est fatigué, qui a une sale journée, et puis en plus, du coup, il attend une certaine obéissance. obéissance voilà, de son enfant. Enfin, en tout cas, il aimerait partir dans de bonnes conditions parce que voilà, qu'il s'habille, qu'on fasse des transmissions fluides, qu'il s'habille, qu'on parte, et là, il doit l'attacher dans la bagnole. Enfin, c'est tout un truc. Hein. Quand on est parent, on connaît bien. Donc, voilà, il faut faire preuve d'empathie à ce niveau-là. Moi, je pense que votre rôle, déjà, avant de parler de l'émotion que vous ressentez, votre rôle, c'est vraiment de se mettre à sa place, mais aussi de proposer votre aide. Hein. Si vous voyez que c'est vraiment le parent, il a du mal, il faut proposer son aide. Souvent, les professionnels, quand elles voient qu'il y a un parent qui gronde son enfant, elles détournent le regard. Je sais, hop, elles continuent, elles font genre, je respecte ce qui se passe, donc je le laisse faire et je ne me mêle pas. Mais au contraire, c'est peut-être pas cautionner ce qui se passe à ce moment-là. Donc, plutôt que de détourner le regard, faut peut-être l'aider, en fait, l'accompagner dans ce moment pour éviter tout débordement. Peut-être qu'il a besoin d'aide pour mettre son manteau, parce que souvent, un tiers, quand l'enfant retrouve son parent, c'est un débordement d'émotions, hein, on le sait. Donc, forcément, même si c'est pas la cause, c'est pas l'enfant ou quoi, mais c'est toute l'émotion. Donc, peut-être que là, le parent a besoin d'un tiers pour l'aider à mettre son manteau. Euh, et puis après, ça dégénère parce que le parent, il a peut-être peur que vous le jugiez. Hein. Du coup, il s'énerve encore plus parce que du coup, son enfant ne l'écoute pas. C'est à vous de permettre des retrouvailles positives, en tout cas. Euh, Si vous vous êtes peiné de voir ça, ne l'ignorez pas. Vous restez, enfin, moi je pense, hein, vous restez sur vos valeurs et vos convictions, c'est-à-dire que plus vous aiderez le parent dans ce moment-là, plus vous vous imposerez et plus vous aurez l'habitude de réagir dans des moments comme ça plutôt que de les ignorer, en fait. Dès que cette situation va se présenter, c'est comme quand on voit un enfant qui se fait taper dans la rue, enfin, on n'ose pas intervenir. Là, quand même, vous êtes sur votre lieu de travail. Donc, vous avez quand même un petit peu votre mot à dire, enfin, je pense. Restez pas avec cette peine, avec ça, voilà, vous. Puis sinon, si vous là, vous intervenez pas en parlant des collègues, vous vous questionnez sur ce que ça provoque à ce moment-là. Comment faire en sorte que ça se reproduise pas. Votre rôle, il est plutôt là, je pense, en fait, plutôt que d'attendre, de laisser faire le parent et de se dire, ah là là, t'as vu comment il le traite, ben, accueillez ça. Vous savez à quelle heure ils arrivent à peu près, les parents. Préparez le terrain. Un enfant qui a du mal à mettre ses chaussures ou un enfant qui va chercher sa tétine et son doudou partout et ça va être la catastrophe et ça va monter en mayonnaise. Préparez le terrain un petit peu pour éviter que ça se passe mal. Ouais, C'est difficile, je sais, au niveau de l'organisation, c'est facile à dire, hein, mais restez pas avec ça, je pense, parce que c'est quand même notre rôle maintenant, les violences éducatives ordinaires. Il faut faire passer le message que on peut plus être dans l'ignorance de ce genre de situation, je pense. Hein. Enfin, selon moi. En tout cas, pas sur les lieux d'accueil. Il y a des choses pas tolérables, qui sont plus tolérables maintenant. c'est sûr. À mon sens, une technique qui peut fonctionner selon les parents, c'est d'intervenir, mais d'intervenir auprès de l'enfant et pas auprès du parent, Oui. en parlant à l'enfant.
je sais pas, effectivement, c'est une histoire de manteau. Bah alors, qu'est-ce qui se passe? Tu veux pas mettre ton manteau? Papa, il a besoin d'aide. Enfin, pour pouvoir rentrer à la maison, puis tu sais, la crèche va bientôt fermer. Enfin, voilà. Mais en passant par l'enfant, en parlant à l'enfant et d'une manière, bien sûr, le plus bienveillamment possible, pour, pourquoi pas pour donner aussi des billes aux parents sur comment parler à l'enfant pour que ça fonctionne, par exemple. Donc, allez vite, mets ton manteau, tu vas pouvoir rentrer à la maison, aller prendre le bain, retrouver maman, enfin, je ne sais quoi. Euh, avec tact, bien sûr, sur la connaissance ou pas de ce qui peut se passer à la sortie de la crèche pour ses enfants et ses parents, mais passer par l'enfant peut être une bonne technique. Et ça peut vous soulager un peu du fait que vous aurez l'impression d'avoir agi, de ne pas rester sur j'observe et ça ne me convient pas, et en même temps sans que ce soit trop intrusif pour le parent. Parce que faites bien attention que la manière dont vous allez intervenir soit dans le but d'aider le parent en accompagnant l'enfant. Mm. Ouais. Mais c'est sûr que c'est des choses qui ne sont pas évidentes. Comme dit Christelle, il y a des choses qu'on ne peut Ça, pas ignorer. à mon avis, tous les jours, ça arrive tout le temps. Oui, oui, oui. C'est donner Après, il faut aussi aux dire, parents violence éducative de passer par l'enfant. ça dépend. Parce qu'à partir du moment où, dans la manière dont nous, on va s'adresser à l'enfant, la manière va être différente et bienveillante, on va montrer aux parents qu'on peut le dire d'une autre manière. Il faut aussi être pédagogue parce que là, vous êtes sur votre lieu de travail. C'est pas comme si vous étiez dehors dans la rue à, à commencer à faire un signalement. Là, vous avez quand même une marge de manœuvre avant de ça tombe dans de la maltraitance. Moi, je pense que faut tenter, en fait. On tente si ça Oui. passe pas par l'enfant, si ça marche pas avec l'enfant, allez-y avec le parent. Après, si c'est vraiment compliqué, là, on reçoit les familles, hein, je pense. Mais il faut pas ignorer, en tout cas. Moi, je suis pas d'accord. Je pense qu'il faut aussi se dire que en tant qu'éduc, on a eu 3 ans de formation. Au-delà des 3 ans de formation, pour beaucoup, surtout si vous êtes sur ce live, c'est qu'on est passionné et qu'on a sûrement lu d'autres choses, qu'on s'est vraiment intéressé au développement de l'enfant. Et donc, on a des connaissances, des billes que les parents n'ont pas. Et souvent, les parents, pour finir dans ces... Alors, violence éducative, c'est un mot fort, mais en tout cas, dans des choses qui vont être de punir, gronder, humilier, des choses comme ça, Mais c'est ça, peut-être un peu c'est des qu'ils violences ont... éducatives, si. Oui, bien sûr, mais dans le sens où peut-être que c'est simplement il ne sait plus comment faire. Il a tout essayé. Ça fait 2, 3 semaines, un mois que l'enfant peut-être ne dort pas, est relou sur plein de choses et que l'enfant il est au bout du rouleau, le parent, pardon, sûrement l'enfant aussi d'ailleurs, mais et que le parent n'a plus de vie, il ne sait plus comment faire. Et dans votre intervention, en parlant à l'enfant d'une manière peut-être positive, avec de la com positive ou je ne sais quoi, vous allez donner des billes aux parents. Et ça, c'est important. Peut-être ils ont juste besoin de ça pour certains. Anicia dit dans le chat, j'interviens souvent délicatement en passant avec l'enfant et ça marche. Les parents, la plupart du temps, remercient car ils sont fatigués de leur journée. Voilà, c'est exactement Ah. pour les parents, je pense qu'on a fait le tour des questions qu'on avait sur les parents. On peut passer aux questions des collègues. Non, tu n'avais pas une question. Non, plus sur les parents. Après, oui, c'est plutôt les collègues, le turnover, les relations à la direction, tout ça. Turnover? On passe au turnover d'équipe ou on passe aux collègues d'abord? Dans l'équipe, par exemple, la question que j'ai là, c'est il y a trop d'enfants, trop de turnover, trop d'absentéisme, tu es au bout du rouleau. Comment on peut gérer ça et comment gérer une tension qui règne dans une équipe à cause de tout ça? Vaste sujet. Grande question. Ok. Là, pour les turnovers, l'absentéisme, les turnovers, c'est fréquent dans les structures. La fatigue, le stress. En plus, vous avez dû vivre des périodes novembre, décembre compliquées. La pollution sonore aussi, c'est les maux de dos, tout ça, ça casse l'ambiance. C'est sûr que l'environnement, ça contribue grandement
au bien-être ou au mal-être des professionnels. Il faut se questionner sur ce qui provoque les turnovers ou l'absentéisme. Dans ce cas-là, c'est pas vous de le faire, enfin, c'est plutôt à la direction. Est-ce que c'est les conditions de travail? Est-ce que c'est le nombre d'enfants? Est-ce que c'est les horaires? Est-ce que c'est la charge de travail? Tout ça. L'ambiance avec les collègues aussi. Est-ce qu'il y a des conflits et pourquoi? Euh, c'est un... Comme tu l'as dit, c'est un boulot de directrice, ça, à mon ça, sens, hein. ça, c'est un boulot de directrice. Donc, pour éviter les turnovers, souvent, là, ça vient de la directrice, hein. Pour résoudre ça, il faut souvent fédérer l'équipe autour de projets communs. Si vous baissez les bras, c'est vraiment. Faut essayer de vous recentrer sur ce que vous aimez faire. Vous recentrer sur l'enfant. Toujours se recentrer sur l'enfant. Se dire pourquoi on est là, pourquoi je suis là, pourquoi je veux ce boulot-là. Qu'est-ce qui est le plus important pour moi à ce moment-là? De plus en plus, on parle de groupes d'analyse de la pratique. Ce serait vraiment bien de l'instaurer sur tous les lieux d'accueil parce qu'on ne le fait pas assez. Moi-même, en tant que directrice, j'avais jamais le temps de le faire et c'est vrai que et je déplore ça. En fait, je faisais des réunions, moitié un groupe d'analyse, mais après, il faut que les professionnels, elles adhèrent aussi à ce genre de choses pour évoluer, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais voilà, des réunions, les événements festifs aussi, ça crée vraiment une unité et des projets, des choses sympas avec vous et avec les parents. Ouais. Les directions peuvent faire des réunions team building aussi, c'est-à-dire faire des jeux d'équipe, des trucs sympas. J'avais fait une chasse au trésor une fois, c'était rigolo. On s'amusait bien. Voilà, est-ce que votre lieu d'accueil a un projet? Est-ce qu'il est rédigé? Est-ce que vous l'avez réalisé en équipe? Essayez de voir ce qui fait sens au quotidien dans votre travail. Il faut parler, faut communiquer ensemble. Il faut passer le relais quand on n'en peut plus. Il faut faire un point avec la direction et il faut surtout mettre noir sur blanc vos objectifs. C'est-à-dire, voilà, pourquoi je suis là et où j'ai envie d'aller. Mhm. Il faut relancer la machine. Pour relancer la machine, il y a toujours un truc à faire. Toute seule, vous n'y arriverez pas. Non. C'est bien d'en parler à l'équipe, c'est bien d'en parler à la directrice. Les turnovers, oui, c'est usant. C'est usant, on est dans un milieu où il y en a. Pour toutes les conditions que vous connaissez, hein. On sait qu'il y a beaucoup d'enfants. On sait que c'est difficile. Et ça, on l'entend vraiment. Les directrices l'entendent. Des fois, elles ont les pieds, les poings liés sur ce qu'on leur demande de faire et elles ne peuvent pas tout solutionner. C'est compliqué parfois. Il faut souvent. Et c'est dans ce genre de situation, du coup, après, bah, on tombe un peu dans le copinage en équipe parce que on a que ça à se raccrocher aussi. Donc, je comprends tout à fait aussi les crèches où voilà, la distance professionnelle, elle, elle est, oh, je peux le dire, le rôle de l'EGE dans le turnover à son échelle. Je ne comprends pas. Euh, je crois que j'ai compris. Vas-y, Euh, à toi, go. je crois. Tu me rediras, Miss EGE Formation. Euh, Déjà, pour introduire, je rejoins sur Christelle sur le fait que pour moi, tout ça, c'est un travail de base de la directrice. Mm-hmm. C'est là le responsable de maîtriser son équipe, de la motiver, de faire en sorte d'avoir le moins d'absentéisme possible. Ça, c'est des techniques de management. Quand même pas mal de petites choses, comme disait Christelle, du team building, favoriser une ambiance agréable, quoi. Ça c'est le taf de la responsable. Je rejoins aussi Christelle sur le fait qu'on est quand même régulièrement pieds et mains liés, comme tu disais, sur le fait que en tant que responsable, on a une marge de manœuvre, certes, mais on est quand même tributaire de ce qu'on nous demande là-haut, hein, pour, pour le privé, même pour l'associatif. On a quand même des règles qui viennent d'au-dessus, et à un moment donné, il y a des choses où même si même si on a envie de les faire, on les propose, des fois on nous bloque pour des histoires de budget ou quoi ou qu'est-ce. Donc, oui, la responsable de son rôle, des fois, elle n'a pas les moyens pour le faire. Le JE, donc, pour revenir à ta question, le rôle de l'EJE là-dedans, qu'est-ce qu'elle peut faire
pour pas être trop mauvaise langue, déjà, elle peut aller donner des idées à sa directrice si la directrice ne les a pas. Euh, Qu'en penses-tu? oh, j'ai lu ça, ça pourrait être sympa, non? Voilà, déjà, donner des idées à la directrice. Euh, et puis, elle, à son échelle, dans la section, parce que la directrice, oui, peut impulser des choses, mais l'éduc peut impulser, elle, une ambiance sympa dans l'unité. Créer des ateliers un peu différents, un peu sympas. Ça peut être... parce que, on va pas se mentir, une équipe, enfin, j'en ai connu, pas toutes comme ça, mais il y a aussi des éducatrices qui, j'ai une image en tête là, qui sont un peu autoritaires aussi dans leur manière de manager leurs équipes à leur niveau et qui, elles aussi, vont couler les autres. C'est pas arrivé, hein, on va pas se mentir. Donc, c'est vraiment à l'éduc aussi de créer un peu son management d'influence et de créer une bonne ambiance dans la vie de son unité, de sa section, comme tu veux. Changer avec la responsable. C'est un travail de longue haleine, mais qu'est-ce que j'aimais faire ça? Oh là là. Oui, c'est passionnant. C'est Ouais. passionnant, mais c'est long. Et, et oui, c'est aux directrices de le faire. Et oui, des fois, on n'a pas les moyens humains et financiers de le faire non plus. Je sais Non. que j'avais réussi une fois à débloquer un budget. J'avais grappillé sur d'autres petites lignes de budget. J'étais allée faire un escape game Non, avec mon équipe. un karaoké, c'était trop fun. Comme Alix, je la vois, elle est là. Dans la chambre. Donc voilà, après, c'est trouver des choses pour rendre le quotidien plus agréable. Des activités qui vont changer de l'ordinaire. Mettre un peu de musique sympa à des moments. Créer une ambiance d'équipe. Et ça, mais au-delà de l'éduc, n'importe quel professionnel qui bosse dans la crèche et qui a envie que ça se passe bien peut impulser ça. Parce que très souvent, le turnover, très souvent, pas toujours le cas, mais très souvent, le turnover et l'absentéisme, c'est un signe de mal-être des personnes dans l'équipe. Ouais. Soit parce qu'elles vont se sentir jugées par quelqu'un, soit parce qu'il y a des caractères qui ne passent pas, soit parce que justement, il n'y a pas de management qui fait que du coup, elles sont livrées à elles-mêmes et que, étant dans un monde de femmes, ça part en cacahuète. Et que si toutes ont l'intelligence de dire, OK, notre but commun, c'est les enfants, on aime ce qu'on fait, oui, bon, il y a des frictions, mais on a envie que ça fonctionne, et si toutes on s'y met, ça peut fonctionner. Mais encore une fois, je pense que pour faire ça, il faut aussi une directrice qui impulse. Ouais, voilà. Puis il faut s'unir aussi. Il n'y a pas une personne qui se met à lancer le truc et puis les autres. Ouais. C'est vraiment, soit on le fait à plusieurs, soit ça passe ou ça casse, quoi. C'est ça, mais ça relie un peu la question que j'ai ensuite. Je trouve elle dit c'est la routine, je m'ennuie, je prends plus de plaisir à venir bosser, comment se remotiver? Oh. Très souvent, le turnover est lié à ça, à mon sens. Qu'est-ce que tu penses? Bah, le turnover, oui, il est lié à ça. Bon, c'est aussi l'ennui, je pense. Euh, quand on est perdu dans son travail avec les tâches à faire on a toujours besoin de se sentir utile dans un travail et valorisé. Si on s'ennuie, ben, l'estime de soi, bye bye. C'est ça. On s'épuise moralement. Souvent, ça peut arriver aussi quand on a une vie personnelle bien remplie et riche, on perd un peu. On se perd un peu dans le sens que prend notre vie pro aussi, dans notre vie professionnelle, c'est-à-dire que ça nous paraît moins important en comparaison. Donc on prend moins à cœur les choses, mais du coup, c'est quand même important d'aimer ce qu'on fait. Moi, je sais que j'ai vécu des situations où c'était très difficile et le jour où je me suis mise à aimer ce que je faisais, même si je suis partie des situations nulles, hein, et où j'ai réussi à aimer ce que je faisais, mais franchement, ma vie, elle était, je sais pas pourquoi il y a des gens qui rigolent dans le chat. Mais du coup, voilà, elle était différente. Aimer son travail. Si je vous demandez, c'est est-ce que vous aimez votre travail? Est-ce que vous aimez votre travail? Qu'est-ce que vous aimez dans votre travail? Ça peut être sa richesse, ça peut être la variété des situations, le fait d'apprendre chaque jour, le fait qu'il y ait
Parce qu'en AGE, il y a souvent une routine, mais il y a pas, il y a une routine dans la forme, mais dans le fond, pas vraiment, parce que tous les enfants sont différents et qu'une journée ne se ressemble pas finalement. S'ennuyer au travail, c'est un nom en plus, ça s'appelle le bore-out. J'ai découvert ça en faisant des recherches. Burn-out, c'est quand on est épuisé moralement, et bore-out, c'est quand c'est quand on est vraiment, qu'on s'ennuie, quoi. Mm. Alors là, faut en trouver, Mm. faut se stimuler intellectuellement. Souvent, la directrice doit nourrir son équipe, euh, bien être trop clair avec les tâches attribuées à chacune. Souvent, le problème, c'est aussi, bah, on est mal payé. On est mal payé, ou on a peur de perdre nos acquis à force de s'ennuyer, ou de perdre ses compétences parce qu'on tourne en rond, on a l'impression de ne pas trouver sa place, on a du mal à la trouver, cette place. Il faut des moyens pour trouver sa place. Je le dis toujours, mais prenez le temps d'être trop clair avec ce qu'on veut. Donc, comment se retrouver dans une situation qui nous permet de nous sentir fiers de ce qu'on fait et utile, ben, faut faire un état des lieux de la situation. À quel moment je m'ennuie? Pourquoi? Essayer de faire autre chose de ces temps-là. C'est les moments où je m'ennuie, bah, je fais autre chose. Et puis, se re-questionner sur l'objectif de son travail. Je pense que c'est important de parler de cette situation-là, soit à son chef, soit à ses collègues. Peut-être que Peut-être que dans un bilan, la directrice ou le directeur, il fera ressortir des compétences non exploitées. Il dit, tiens, tu aimais bien faire ça, mais ça fait longtemps que tu ne l'as pas mis en place. Peut-être que tu devrais y réfléchir, ou on ne te voit plus trop dans telle situation. Essayer de se recentrer sur ce qu'on aime faire. Il y a peut-être des propositions qui vont ressurgir dans une réunion. Il faut s'engager dans des projets sympas. Et oui, bah, ouais, une directrice doit donner de la reconnaissance à son équipe. Oui, bah, ça, c'est sûr. Bah, ça, c'est aussi le travail de l'équipe, hein. Essayez de voir de quoi vous auriez bien. Ben après, vraiment, si vous ennuyez, ben, faut préparer un départ éventuellement. Un super pot de départ. Je sais pas. Oui, Euh, après, il y a des fois des possibilités auxquelles on n'a pas pensé. On peut, en fonction de la relation qu'on a avec son responsable, on peut aussi lui dire, bon, bah voilà, je m'ennuie un peu, j'aimerais bien avoir, je sais pas, des missions transversales, d'autres choses, qu'est-ce qu'on pourrait envisager ensemble. Ça peut être aussi, pourquoi pas, en fonction de là où vous bossez, demander une montée en compétences. Ça peut être prendre un poste d'adjointe sur une tâche pour essayer de voir d'autres choses. Et puis après, on a aussi le droit à un moment donné de plus forcément aimer ou plus avoir envie de faire ce qu'on fait. Et puis là, on voit comment on peut se nourrir à l'extérieur. C'est comme ça que j'ai commencé moi au début. Par faire un peu de formation à côté, des petites choses pour me nourrir. Et puis après, je me suis dit, ah bon, bah, du coup, j'ai bien envie de faire ça. Et puis, une chose en entraînant une autre, on recrée ou on peaufine son projet professionnel. Mais c'est aussi des choses que je dis aux équipes sur le terrain, comme je sens qu'elles aiment plus ce qu'elles font. C'est il n'y a rien de grave, il n'y a rien de mauvais à se dire, bah, c'est plus ça que j'ai envie de faire. Et ouais. si c'est vraiment ce que j'ai envie de faire, on change. Et puis si en fait on se dit, si, c'est ça que j'ai envie de faire, mais peut-être plus de la même manière, peut-être je préfère faire plutôt ça ou tel poste, et ben, on fait comme tu disais l'état des lieux et puis on fait des résultats. Souvent, j'entends, on me dit souvent, j'en ai fait le tour. Parfois, les professionnels, ça arrive quand elles ont fait 3 ans sur une crèche, ben, en gros, les 3 sections, elles se disent, Oui. ben, voilà, j'ai besoin d'autre chose, quoi. Il y a pas mal de choses qui se passent dans le chat, je vois. Tout va bien. Donc, EGE Formation dit, en tant que stagiaire, je me suis mise à la place des auxiliaires dans une grosse structure pendant 2 jours. J'ai tout de suite compris pourquoi elles n'étaient plus motivées. L'organisation, les tâches, les actions prennent le pas sur le être avec l'enfant. Oui, bah, Ouais. faut se recentrer sur l'enfant. Leur motivation de départ, être avec l'enfant, n'est plus actuelle avec toute cette organisation. Ça, c'est clair. Et Aurélie dit la reconnaissance, oui, mais certaines personnes devraient partir de voie professionnelle. On est d'accord. On est d'accord. Il y en a qui sont dans la petite enfance ou dans le social pour des mauvaises raisons, ou qui ne se rendent pas compte, ou qui le réalisent après, hein, tout simplement. Mais oui, comme dans toute voie, il y a des personnes, on se demande pourquoi elles sont là. Alors, dernière. C'est à la responsable de retrouver la personne et de lui dire, quoi. Enfin, en tout cas, d'amener en disant, bah, il n'y a rien de dramatique à s'être trompé de voix.
Donc là, parle, ça y est, on va aborder l'équipe, hein. Je suis tombée sur une équipe pas motivée qui râle toujours. Justement, j'avais une question, Alice. Avec cette collègue, ça ne passe pas. Voilà, je me dispute tout le temps avec elle. Est-ce que je l'ignore, je la tape ou je l'insulte? Je ne sais plus qui a cette question, mais j'ai adoré. Voilà. Ou l'insulter. Alors, dites-nous dans le chat, vous pensez qu'il faut la taper ou l'insulter? Allez-y, votez pendant qu'Alice nous explique. Je lui mets la tête dans le mur, tu vas comprendre, oui. Non, non, pas du tout. Nous sommes là pour être bienveillante. Communication positive, toujours? Quand Toujours. toujours, on essaye. C'est Donc, ça passe c'est pas, pas. On a compris que ça passait pas avec elle. c'est pas simple, effectivement. La Il taper. y a plusieurs choses. Déjà, à mon sens, oui, Non, non, j'ai cru que c'était en pause. J'ai touché pour voir. Tout va bien. euh, il y a plusieurs choses. Déjà, prendre du recul en se disant, OK, c'est un milieu professionnel, je suis dans mon lieu de travail, je ne suis pas censée être copine avec tout le monde, et je me ressens sur le but commun que nous avons, c'est les enfants. C'est écrit Aurélie, merci. Véronique, Euh, Véronique, elle ignore. Pas de problème. Il y en a qui peuvent, il y en a qui arrivent. Pardon, vas-y, continue. non. Déjà, ça, c'est une première chose. Ensuite, essayer de comprendre, nous, pourquoi, qu'est-ce qui fait que ça passe pas. Un peu comme on disait au début avec les enfants, il y a des fois, c'est alchimique, on ne sait pas pourquoi, ça passe pas avec une personne, ça passe pas avec une personne. Bon, c'est humain, il faut l'accepter, mais il faut quand même se concentrer sur les enfants et notre but commun. On peut aller échanger avec eux. Comme je vous le disais aussi tout à l'heure, quand il y a une personne avec qui ça passe pas ou qui nous agace, on a tendance à voir chez elle plein de petits détails qui vont nous agacer, qui ne nous auraient pas agacé chez une autre personne qu'on aime bien, juste parce qu'elle, elle est relou. Enfin, donc en tout cas, ça va pas. Et donc, prendre du recul là-dessus, se dire, OK, si c'était quelqu'un d'autre qui avait fait ça, comment j'aurais réagi? J'aurais pas réagi, bon, bah, je réagis pas avec elle. Ça peut être aussi aller échanger avec elle. Bon, on se pose avec un médiateur, par exemple, la responsable ou une autre collègue, hein, une GE, quelqu'un en qui on a confiance, en tout cas, pour faire ce rôle-là de médiation. Et échanger l'une après l'autre, on ne se coupe pas la parole, chacune son temps de parole, on échange, ok, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui se passe? Échanger. Et à mon sens, le médiateur doit aussi, sur la fin de cet échange, recentrer sur, ok, on est deux personnes différentes, what, mais on a un but commun, c'est les enfants. Et donc, qu'est-ce qu'on fait de tout ça pour le bien des enfants? Donc, s'ignorer, entre guillemets, peut être une solution, si en tout cas, on communique pour tout ce qui est enfant. On n'est pas obligé de se parler de nos vies personnelles. Ça peut être aussi échanger avec le responsable pour voir s'il n'y a pas un moyen de retravailler un peu les équipes pour séparer ces deux personnes-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça ne passe vraiment pas, on les sépare ou en tout cas, on les change de binôme, on en met une d'ouverture et une de fermeture. Comme ça, elles sont à l'opposé dans la journée et du coup, elles sont moins ensemble sur le temps de journée. Mais pour moi, le premier truc et le truc le plus important, c'est se recentrer sur les enfants et se dire, OK, ça passe pas, mais c'est mon travail, donc je prends du recul. C'est pas facile, ça demande du développement personnel, ça demande de la prise de recul, ça demande de la remise en question, mais c'est effectivement ce qu'il faut faire. Et lui expliquer pourquoi on a envie de la taper. Parce que peut-être qu'elle aussi, elle a envie de nous taper et à force de parler, on peut peut-être résoudre certains trucs et comprendre. Je me souviens d'une équipe quand une crèche que j'ai ouverte, j'ai recruté mon équipe, une expérience fabuleuse. Et il y en avait deux qui, justement, c'était compliqué, quoi. Et à chaque fois qu'ils étaient en binôme, c'était la fin du monde. Et j'arrivais, je ne comprenais pas, j'y arrivais pas, j'essayais de... Et puis, on a fini par faire 2-3 médiations comme ça. Elles sont devenues les meilleures copines du monde. Grâce à de la médiation et à plusieurs entretiens qui ont fait qu'en fait, elles se sont rendues compte que c'était des petites choses un peu ridicules sur le fait qu'elles n'étaient pas d'accord. Ça, c'est quelque chose que j'aborde beaucoup en formation quand je parle du cadre de référence et de comprendre l'autre et d'accepter l'autre.
Et d'ailleurs, c'est le 30 janvier, si je ne me trompe pas, honte à moi si tu m'écoutes, Fanny, donc le 30 janvier, avec les enfants de l'Arbre Vert, j'anime une formation justement sur tout ce qui est conflit d'équipe et travail en équipe. Vous pouvez aller voir sur le site des enfants de l'Arbre Vert, il y a le lien dans ma bio, si vous voulez. Enfin, voilà, et on va sûrement faire de plus en plus, c'était suite au dernier live justement au niveau de vente, et on va sûrement faire de plus en plus comme ça des petites formations où du coup je vous parlerai un peu du cadre de référence et comment comprendre l'autre pour l'accueillir et le mieux possible. Aurélie demande, et si les explications ne servent plus à rien, car la personne concernée se fiche de tout? Eh ben, à un moment donné, effectivement, quand il y a des points de non-retour, c'est à la responsable d'agir sur certaines choses, soit recadrer la personne qui, effectivement, n'en fait qu'à sa tête et a un comportement qui n'est plus professionnel, parce qu'à mon sens, quand ça part jusque-là, c'est qu'il n'y a plus de Là, il y a des professionnel. responsabilités à prendre au bout d'un moment. Voilà. Donc, c'est à la responsable de prendre la responsabilité de faire quelque chose et ou de séparer les personnes sur les unités si c'est possible. Mais à un moment donné, oui, c'est à la responsable de bouger dans ce cas-là sur qu'est-ce que je fais et on sanctionne si vraiment c'est un comportement où la nana se fiche de tout, comme tu dis, et n'est même plus professionnelle, quoi. Ouais, c'est clair. Et puis, on vous demande aussi de prendre du recul par rapport aux situations. Prendre du recul, ça veut dire quoi? C'est un bien grand mot, hein. Mais c'est vrai. Oui. Mais j'aime bien. Je m'en sers souvent, mais finalement, je ne l'explique pas. C'est un cheminement intérieur, c'est-à-dire que c'est important dans l'accompagnement qu'on propose aux enfants, qu'on accueille. On arrive, comme j'ai dit tout à l'heure, tout le monde arrive avec son histoire propre, ses limites, ses ressources. Donc, on est tout amené à côtoyer des enfants qui peuvent nous mettre en difficulté, ou des collègues qui peuvent nous mettre en difficulté, des situations ou des directrices aussi, ou des directeurs, hein. Et chacun a un seuil de tolérance différent, un seuil d'acceptation propre par rapport à un comportement, comment on l'accueille. On ne va pas avoir les mêmes ressentis. On ne va pas avoir les mêmes représentations, les mêmes observations, ni émettre les mêmes jugements. Donc on n'aura pas les mêmes réponses à ce qui se passe. Et c'est vraiment de réfléchir, de prendre du recul, c'est de faire un travail d'introspection sur soi-même et d'essayer de se re-questionner un fonctionnement institutionnel. C'était par rapport à... je sais plus. Et donc, et donc, par rapport à ce travail d'introspection, il faut essayer d'enrichir sa pratique et sa posture professionnelle, en fait. Si, une fois qu'on sait ça, on peut prendre du recul dans les situations conflictuelles, c'est-à-dire qu'on observe ce qui se passe. On observe les processus. Je dis, voilà, là, je réfléchis 2 secondes, pause. Ça peut être très rapide ou ça peut être très long, ça dépend. Ou ça peut être dans l'action, ou ça peut être chez vous. Puis voilà, je me pose des questions, je me dis, voilà, pourquoi la personne, elle me dit ça, qu'est-ce qu'elle cherche à m'exprimer à travers son comportement, c'est quoi son problème. On évite d'interpréter, hein. On invite d'enfermer l'autre de poser une étiquette à l'autre. Oui. Personne qui le fait en face, hein, c'est dommage. Voilà. Après, c'est un apprentissage de prendre du recul, ça prend du temps. Si on n'exerce pas, on aura plus de mal. Par contre, plus vous allez le faire et plus ça va devenir automatique. La prise de recul, c'est une façon d'être. C'est un peu comme conduire, en fait. Et plus on le fait, et faire du vélo. Plus on le fait. Et voilà. Mais se dire, voilà, ouf, j'ai pris ça en pleine face. Je vais un petit peu attendre, voir ce qui se passe. Je vais réfléchir et puis peut-être qu'après, ça ira. J'ai une question. Oula. Je rebondis sur ce que tu disais en parlant des directions, parce qu'effectivement, ça ne vient pas toujours aussi que de l'équipe. Et il y a une personne qui disait j'ai une directrice malveillante qui nous fait pleurer, qu'est-ce qu'on peut faire? Ouais. Alors ça, c'est du vécu. Je l'ai vécu. Oh, j'ai eu le cas, ouais. Une directrice, j'ai travaillé quoi, 1 an et demi en plus sur sa structure. C'était une directrice qui avait. C'était une crèche associative. Donc la dame, donc c'est une infirmière. Elle avait créé l'association, elle avait acheté les maisons et donc elle avait créé ses crèches.
mais c'était ces crèches, quoi. J'ai vécu quasiment la même chose. Eh ben, c'est peut-être la même. Non. Et ouais, des directrices déconnantes. Ou partir pour ne pas se... Exactement, ça c'est le mot de la fin. Mais les managers toxiques, il y en a partout. Alors là, c'est en gros, ils déversent leur incompétence sur vous. Bleh. Et alors, les effets, ouais, c'est l'horreur, quoi. C'est nocif sur vous. Ça peut aboutir à un épuisement psy, à un burn-out, à une souffrance, à une dépression. Moi, je rentrais chez moi, j'étais en larmes. Et les filles, on n'était que des filles, encore une fois, malheureusement. Les filles aussi. Et elles nous montaient les unes contre les autres. À la fin, on s'est alliés contre elles. On lui disait, finalement, on avait pris le truc dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on disait oui, on lui posait des questions constructives à la place. On lui envoyait bien des comptes rendus avec tout ce qui avait été dit pour lui renvoyer un peu sa responsabilité en pleine face, en fait. Et on remontait bien tous les faits à la hiérarchie, on gardait une trace écrite de ce qui se disait. Mais de toute façon, elle était au-dessus d'elle, il y avait encore ça, égalité, c'était un président d'association. Je pense que voilà, vous pouvez faire ça. Hein. Votre directrice, il y a toujours un N+1. Vous faites remonter tout ça. Après, au bout d'un moment, c'est plus haut, hein, Momo, Moumou, oh Moumou, partir. Au bout d'un moment, il faut partir parce que ça vous épuise, vous n'êtes pas là pour ça, vous êtes humaine, vous n'êtes pas là pour vous faire humilier, vous n'êtes pas là. En plus, ça renvoie quoi à ce que vous voulez envoyer à l'enfant, quoi. J'ai connu cette horreur aussi pendant 2 ans. Aujourd'hui, je me demande comment j'ai pu tenir, mais moi aussi. Parce qu'au début, un boulot, on a un CDI, c'est confortable et voilà. Puis des fois, bah, y a les collègues, on se dit, même des fois, cette personne, elle déverse tellement de merde sur nous qu'on se remet en question en se disant, c'est peut-être moi, parce que souvent, les pros, elles se disent, bah, elle est directrice, donc je vaux moins qu'elle. Et elle est au-dessus, mais c'est complètement faux. Hein. Non, au contraire, la directrice, elle vaut pas mieux que vous, et donc, encore plus. Et oui, souvent, on vient pour les enfants, on se dit que c'est pour les enfants qu'on fait ça, on vient pour l'équipe, mais des fois, quand il n'y a plus rien à faire, voilà, il vaut mieux partir. Enfin, moi, c'est. Et pensez toujours à votre bonheur aussi. Il faut être heureux au travail, il faut être heureux dans la vie. La vie, ça passe vite. Le rire, c'est important. Ça va être mon nouveau sur Instagram. Pensez, n'oubliez pas de rire. Chris rigolote. Voilà, n'oubliez pas de rire. Sponsorisé par Chris rigolote. Stéphanie nous dit partir. Il y a un avenir, il faut y croire. Le pouvoir de la manipulation. The power of manipulation. Thank you. Question. Je manque de confiance en moi. Je n'arrive pas à m'exprimer quand ça ne va pas au travail, ni à mes collègues, ni à personne. Qu'est-ce que je peux faire? What do you think? D'ailleurs, la confiance en soi, moi j'ai acheté le livre de La Bulle d'Alice, 30 jours pour booster sa confiance en soi. Je fais sa promo aujourd'hui. Ah, Merci. e-book Oui. d'Alice aussi. Fais la promo. Merci. Non, effectivement, j'ai écrit un e-book qui s'appelle 30 jours pour booster sa confiance en soi. En fait, l'objectif, c'est il y a une méditation, il y a 15 ou 16 exercices pour travailler la confiance en soi. Donc ça peut être un outil. Je l'ai écrit suite à de nombreuses années de développement personnel où justement aller chercher le maximum d'outils pour pouvoir développer ça parce que c'est quelque chose qui est tellement récurrent chez plein de gens déjà. Un petit enfant. De chevet. Merci. C'est quelque chose qui est récurrent chez plein de gens. La confiance en soi, ça se travaille. J'ai envie de dire, c'est un peu comme un muscle. C'est à force de passer à l'action et de faire des petites choses, petit pas par petit pas, step by step, palier par palier, ainsi de suite, que vous allez reprendre confiance en soi. Il faut se fixer des petits objectifs. Là, du coup, si je ne me trompe pas, elle disait qu'elle avait du mal à parler avec les autres personnes de l'équipe, c'est ça? Ouais, mal à se confier aux autres, à dire que ça n'allait pas en fait. Ça va être de commencer par les personnes avec qui vous vous sentez le plus en confiance et puis une après l'autre, faire avec de plus en plus de personnes. Et voilà, se fixer des petits objectifs. J'ai pas confiance en moi sur tel sujet.
bah voilà, parler aux gens. Donc, je vais choisir une personne pour lui dire un petit truc. Éternuer. À mes souhaits. À tes souhaits. Merci. Euh, et puis, C'est parce que voilà, à la connerie des collègues. Pardon, vas-y, continue. quand on l'a fait une fois, c'est une petite victoire, on le prend comme une victoire et puis on se met une marche de plus en fait. Ça, c'est un des exercices qu'il y a dans l'e-book et effectivement, c'est quelque chose qui marche très bien. La confiance en soi, ça se travaille. C'est souvent des choses qui sont ancrées depuis l'enfance et qu'on ne peut pas malheureusement enlever en un claquement de doigts. Je Ça trouve que fait sur... c'est assez fréquent hein, dans notre branche. Quand je fais les EAD, les bilans, je connais très peu de femmes, quand on vient de femmes, mais très peu de pros qui ont confiance en elles. Hein. C'est encore ce qu'on en disait la dernière fois, les failles émotionnelles. Est-ce qu'on ne travaille pas dans ce métier justement parce qu'on en a des failles émotionnelles? Voilà. Bien sûr. Mais puis je rebondis aussi sur ce que tu dis, c'est que ce que tu disais sur la question d'avant, c'est que des responsables malveillants vont en plus accroître ce manque de confiance en soi. Et c'est pour ça que je te rejoins sur le fait que oui, il faut se barrer à un moment donné. Il faut vraiment se barrer si on ne se sent pas bien et s'il y a des directrices ou des collègues, parce que ce n'est pas toujours les directrices, hein, qui sont malveillantes et qu'on a aussi des fois des collègues qui nous poussent sur des choses qui sont toxiques, quoi. Donc là, si vous ne vous sentez pas à votre place et que vous sentez que ça ne va pas, il faut en parler. Et si ce n'est pas possible, parce qu'il y a une personne qui disait le N+1 des fois est dans le truc aussi, il faut se barrer. Donc voilà, la confiance en soi, c'est vraiment quelque chose qui se bosse. Allez-y, fixez-vous des petits objectifs étape par étape. J'essaye de parler avec elle, et puis j'essaie de lui dire une petite chose, et puis le lendemain, j'essaie de lui dire une plus grosse, ou alors j'essaie d'aller de parler avec une autre personne. C'est se lancer et se dire de toute façon qu'est-ce qu'on risque. Ça peut pas être pire. Peut-être. Ça dépend. Et en Oui, fait, non, c'est ça peut être pas pire. bien. Quand même, c'est pas. Non, mais oui, Au moins, vous mais aurez c'est quelque le chose test d'exprimer. c'est vraiment quelque chose qui est récurrent. Il faut se lancer sur des petits objectifs et se dire mais on vaut pas plus ou moins bien que quelqu'un d'autre. Enfin, comme disait Christelle, la responsable, elle vaut pas mieux que quelqu'un d'autre. C'est juste c'est une compétence différente, c'est un stade différent de son évolution de carrière. Et puis des fois, elle ne valent pas un clou. Et puis on se complète, c'est-à-dire qu'une directrice sans son équipe, elle est directrice de rien du tout. Et puis une équipe sans une directrice, surtout si la responsable, si sans directrice chouette, et ben c'est compliqué aussi de se caler. C'est compliqué de se caler. Si vous avez des fleurs, envoyez, hein, c'est le moment. De priver le monde de m'avoir moi en tant que directrice. EGE Formation dit en formation, beaucoup d'entre nous ont quitté la formation car en stage et les formatrices ont fait comprendre qu'il faut de la confiance en soi pour ce métier. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Et beaucoup arrivent du bac, nous n'avons pas encore confiance en nous, les formatrices n'accompagnent pas forcément. Non, mais de toute façon, la formation, ça remet en cause plein de choses. Hein. Ça te bouleverse totalement, hein, EJE Formation. Je pense que du coup, tu es certainement étudiante EJE, mais tu vas avoir certainement des passages comme moi en deuxième année où tu auras envie de tout plaquer, de te barrer, parce que ça remet un peu en cause toutes tes valeurs de l'éducation et tout ce que tu sais, et tout ce que tu as des stages qui se passent plus ou moins bien que d'autres. Donc ne t'inquiète pas, c'est normal. Et on ne vous demande pas d'avoir confiance en vous. Enfin, c'est quoi ces formatrices de caca? Et dans n'importe quel sujet de notre vie, on a besoin de confiance en soi. Mais on ne peut pas dire à quelqu'un, tu n'as pas confiance en toi, tu ne peux pas exercer ce métier. Il y a des gérants d'entreprise qui gèrent très bien leur truc et qui, à la base, n'avaient aucune confiance en eux et qui, parfois, ne l'ont toujours pas. D'où on leur dit aux étudiants qu'il faut avoir confiance en soi pour faire ce métier. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ton centre de formation? Puissant, peut-être, ou malveillant, encore une fois, parce que ça se retrouve aussi chez des formateurs, possiblement. Hein. C'est vrai que mais en plus, comment vous voulez qu'on ait confiance en nous là en ce moment, avec les confinements, avec les. Ne pleure pas, JE Formation, tout va bien. Mais avec enfin, je sais pas, la confiance en soi, c'est. Pour moi, c'est normal hein, dans ce milieu. Faut s'entraîner, il faut la développer. Des fois, il faut toute une vie, et des fois, toute une vie, on n'y arrive pas. Et puis voilà. Hein. c'est ça. Oui,
Il y a plein de choses où j'ai pas confiance en moi, hein. Tu sais, t'as vu combien de temps j'ai mis pour passer mon permis, Alice? T'as vu? Ok? Bah, je l'aime, mais je conduis pas, hein, c'est pas mieux. Je n'ai toujours pas ma confiance en moi à 36 ans, mais j'apprends tous les jours. Voilà, exactement. Des filles super timides comme moi qui a redoublé, par exemple. Et alors? Déjà, c'est pas parce que tu as redoublé que voilà, c'est que tu as besoin et que ça apprend des choses de redoubler. Et tu es timide. Mais moi, j'étais timide. Moi aussi, Et je le suis toujours dans certaines situations. moi, j'étais toujours, bon là, on va faire une psychothérapie de bas étage, mais moi, j'ai toujours voulu m'améliorer et aller au bout des choses. Donc, j'ai fait du théâtre. Je suis timide, bah, pour contrer ça, j'ai fait du théâtre. Et du coup, maintenant, mais c'est vrai que quand j'étais au collège, j'avais tendance à regarder mes pieds quand je marchais. Ne me tapez pas, désolée d'exister. Maintenant, c'est plus extraverti, l'effet inverse, du coup, ça fait peur. Bizarre. Voilà. Et du coup, C'est il y a toujours des c'est moments. vraiment quelque chose qui se travaille. Je suis aussi en formation EGE, je ne compte plus les fois où je me suis remise en question et dans la promo et tout se pareil. Mais bien sûr, il y a des abandons, il ne faut rien lâcher, mais dans votre vie, vous en aurez toujours, que ce soit là, en formation ou à d'autres moments, hein, de toute façon. Même des lieux, il y a des structures quand on bosse, des fois on se dit, putain, qu'est-ce que je fous là? Il faut que je me casse. Puis finalement, on se remet en question, on se dit, heureusement que je suis restée parce que on apprend plein de choses. Puis aussi, c'est des situations aussi négatives qui peuvent nous apprendre plein de choses et nous faire prendre du recul sur nous-mêmes et fait qu'on se connaît mieux après. Il y a une phrase que j'aime bien, c'est dans la difficulté qu'on grandit. Hein. On se remet Et, dans ce job, c'est essentiel, comme dirait oui. Stéphanie, éduquée-thérapie. Stéphanie, qui est éducatrice en libéral à Rambouillet, qui fait de l'accompagnement parental depuis la grossesse jusqu'aux étapes de l'éducation de votre enfant. N'hésitez pas à l'appeler. Petite promo. Question. J'ai eu une promotion en interne. Je pose la question. La personne à qui j'ai extrait cette question est présente dans le chat. J'ai eu une promotion en interne. J'ai plus de responsabilités, notamment managériales. Les collègues sont déjà sur la défensive. SOS, que faire? Bon courage. Ah. Non, je rigole. Euh, moi aussi, 50 ans, toujours en manque de confiance en moi, mais motivée pour devenir JE. Ah, bah top! Vous voyez, même sans confiance en soi, on peut devenir Toujours JE. PAE, On en a toujours un peu quelque part de la confiance en soi sur certains sujets. Et encore une fois, sinon, allez dans ma bio, allez cliquer sur l'ebook et allez voir. acheter son e-book, il n'est pas cher en plus. Acheter moi-même, parce que je suis la meilleure des amies. Du coup, pour répondre à la question sur la promo interne. Alors déjà, d'un point de vue très professionnel, personnel, euh, je trouve que avoir une promo en interne, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Parce que effectivement, on change de statut dans une même structure. On avait créé des liens hiérarchiques sur un même stade hiérarchique avec des personnes et on d'un coup pas tout. Euh... Je ne suis pas Merci. je suis maman sans vous, moi. Merci. Parlez de moi. Et c'est voilà, c'est effectivement quelque chose de difficile et où les équipes peuvent réagir mal, soit parce qu'il y a des jalousies de moi aussi j'ai demandé cette promotion ou je ne sais quoi. Donc c'est un statut qui est pas évident. Ce que j'invite à faire, c'est commencer au début de cette promotion et de ce nouveau statut par ne pas changer grand-chose et montrer que ce n'est pas la promotion qui change la personne si elle sait rester sur terre. Exactement. Donc c'est ce que j'invite à faire, c'est rester sur terre et rester sur le même et ne pas changer de façon d'être et continuer au début à être, enfin au début par la suite aussi, mais vous allez voir où je veux en venir, en tout cas, continuer au début à faire les choses de la même manière, à être avec l'équipe de la même manière, à regagner leur confiance. En fait, c'est un peu un stade où il faut regagner la confiance de l'équipe sur votre changement de statut. Souvent, on a peur que, parce qu'elle change de statut, elle va prendre la grosse tête et ainsi de suite. Donc, c'est leur montrer les premiers temps
enfin, le plus souvent possible, que ça ne change rien. Vous êtes toujours vous-même, vous n'allez pas prendre la grosse tête, vous n'allez pas vous mettre à donner des ordres à tout va qui n'ont pas de sens. En tout cas, si c'est ce que vous comptiez faire, ne le faites pas. Voilà. Et puis, au fur et à mesure, amener des petites choses. C'est-à-dire, bah voilà, avec la responsable, donc si c'est un poste d'adjointe, j'imagine, on passe depuis adjointe. Bah voilà, avec la responsable, on peut-être travailler là-dessus et faire un peu comme le relais de la responsable. C'est quelque chose que je dis assez souvent aux éduques quand elles arrivent sur leur premier poste. Pour pouvoir vous créer une légitimité de management, il faut commencer par faire tout comme l'équipe. Faire exactement la même chose qu'elle. Être dans l'aide, être dans le soutien, être dans l'écoute. Quand on prend un poste de responsable, c'est pareil. Et quand on a une promotion d'interne, c'est pareil. Il faut les rassurer. Et limite, si c'était des personnes avec qui, ou même si ce n'était pas des personnes avec qui on avait un dialogue à la base, ouvrir la parole là-dessus en réunion. Ok, je sens qu'il y a quelque chose qui vous travaille, je sens que ça vous pose question, je sens que vous êtes sur la défensive. Est-ce que vous pourriez m'expliquer pourquoi et comment on peut travailler ça ensemble et les rassurer par bien en disant, moi, je ne vais pas changer ma façon d'être, je ne vais pas changer quoi que ce soit, juste, je vais avoir une responsabilité de prendre des décisions à un moment donné parce que c'est le poste qui veut ça. Il faut en parler, il faut ouvrir la parole à mon sens. On n'est pas à l'abri des jalousies, Ben non. des professionnelles envieuses, des changements. Après, voilà, c'est à voir ce qu'elle préfère. Hein. Est-ce qu'elle préfère voir une collègue qui monte en compétence ou est-ce qu'elle préfère une nouvelle personne qu'elle ne connaisse pas, qui va arriver, qui va vouloir tout changer du jour au lendemain? Donc, faut aussi se les faire se re-questionner là-dessus. Mais oui, c'est prendre un nouveau poste, ça prend du temps. Et puis, même en tant que directrice, hein, quand on prend un poste de direction ou de JE terrain, quand on arrive, il ne faut pas faire la personne qui va tout changer, tout remanier. Il faut attendre. Il faut attendre plusieurs mois. Il faut être astucieux en se disant, voilà, je vais essayer de transmettre un petit peu de mes valeurs à l'équipe, puis je vais voir et faire en sorte que des fois, ce soit elle qui en vienne à penser la même chose, avoir les mêmes valeurs et mettre en place ensemble des projets sans tout changer. C'est tout à fait cela, ne pas changer à être plus que l'on est sous prétexte que l'on a évolué. Tout à fait d'accord. Ce que les collègues font, cela permet aussi de voir ce qu'il y a. Amélie. Améliorer. Améliorer, d'accord. Je me suis dit, elle s'appelle Amélie ou alors elle a un problème avec sa mutuelle. Assurance. Il y a un truc que j'ai envie de faire depuis tout à l'heure, juste, il y a un bouton là avec un filtre, ça fait quoi? Ah, regardez, c'est beau. Ok, d'accord. Vous l'avez vu, mais moi, ça me fait rire. J'aime. J'avais juste envie d'appuyer. Et c'est quoi ce bouton là sur le point d'interrogation? Ah non, c'est pas ça. Ça, c'est quoi? D'accord, les questions des spectateurs sur. Ok. Bon, tout va bien. Ouais, on s'amusait juste parce qu'on découvre la modernité, mais tout va bien. Il y avait Exactement. une personne qui m'a posé une question tout à l'heure hors champ. Bon, tout à l'heure, il y a peu de temps dans le chat. C'était comment gérer les conflits entre l'équipe et la directrice, alors que moi, je suis adjointe. Donc là, c'était une personne, pour situer, elle est médiateur, du coup. Il faut faire le rôle de médiateur. Je pense que c'est un rôle compliqué. Mais déjà, le fait d'être adjointe, c'est un peu le cul entre deux chaises, hein, comme j'aime bien dire. Euh, compliqué. Pour gérer les conflits entre l'équipe et la directrice, bah, c'est peut-être à elle d'animer les réunions de médiateurs, du coup, mais À mon sens, faut déjà en discuter avec la directrice. Parce que s'il y a conflit entre la directrice et l'équipe, c'est quelque part la directrice possiblement manque de souplesse ou la lumière, moi, manque de oui. La directrice manque de souplesse ou en tout cas à mal jouer ses cartes. Quoi. Et pour moi, c'est déjà à l'adjointe et la responsable d'en parler ensemble sur OK, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour apaiser l'équipe. Que l'adjointe de tout côté aille en tant que joli rôle de truc entre deux chaises, aille voir l'équipe en leur disant OK, qu'est-ce que vous attendez de la responsable
le communiquer à la responsable, et après, on fait une réunion tous ensemble avec, on trouve des compromis. Mm. Ça peut être aussi la responsable qui reçoit et avec l'adjointe ou sans l'adjointe, ou d'ailleurs les deux chacune de leur côté, reçoivent individuellement chaque membre de l'équipe. Ok, quel est le souci? Comment tu analyses la situation? Qu'est-ce qui se passe? Parce que des fois, en individuel, elles arrivent mieux à parler. Ça peut être aussi, en fonction de si c'est une association ou enfin, que sais-je, faire intervenir. Il y a certaines structures où il y a des très très bonnes psychologues qui interviennent et qui aident justement à comprendre ce qui se passe et à accompagner et la responsable et l'équipe dans, pareil, un compromis. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, bah, tout à fait. Euh, tu as tout dit. J'ai jamais vécu la situation du coup à ce niveau-là. Bah, c'est quand même vraiment, tu dois prendre les deux côtés d'un coup. Donc c'est vrai que moi, j'aurais plutôt tendance à ne pas m'en occuper et à mettre ça sur le N+2 du coup. En me disant, bah voilà, là, il y a un problème entre la directrice et l'adjointe. Parce que le souci, c'est qu'on vous demande là après, vous n'avez pas à choisir un camp, quoi. En tant qu'adjointe, vous allez être plutôt du côté de la directrice. Il y a des postes comme ça à responsabilité aussi où il y a l'adjointe plus une référente pédagogique aussi qui a un peu le pied dans le bureau. Là aussi, c'est des situations un petit peu compliquées. Je ne sais pas si on a répondu à ta question, enfin si Alice a répondu à ta question, personne n'est encore là. Donc on verra, mais oui, bon courage en tout cas. Oui, effectivement, bon courage. C'est de la communication, c'est du dialogue et c'est des compromis à faire. Effectivement, faire rentrer le N+2 si jamais, ou une psychologue. Personne extérieure, quoi. C'est ça, il faut une personne extérieure. Intermédiaire. Et faut vraiment, comme disait Christelle, ne pas prendre parti et rester le cul entre deux chaises et essayer de comprendre les deux parties, quoi. Mm, mm. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Là, on a répondu à toutes les questions qu'on avait reçues. Avant de se quitter, de faire le point sur ce qu'on aime dans notre travail, parce qu'on finira quand même positive. On a parlé des conflits avec les parents, on a parlé des enfants vers qui on n'arrive pas à aller, les émotions, on a parlé de vos émotions à vous. C'est surtout ça, c'est de vous donner envie de continuer ce métier. On est au mois de janvier. C'est le mois des résolutions pour certains et certaines. Partir sur de bonnes bases, même si un nouveau confinement peut-être approche, ou il y a eu en tout cas un couvre-feu. Oh tiens, ma cousine se connecte. Donc du coup, voilà. L'objectif, c'est encore une fois, vous recentrer tout votre travail sur l'enfant. Le plus important dans ce métier, c'est vraiment de centrer son travail sur l'enfant. Et re-questionnez-vous sur ce que vous aimez vraiment. Pourquoi vous êtes là? Qu'est-ce qui donne du sens à votre action? Qu'est-ce qui donne du sens à votre travail? Et vous n'êtes pas seul. Vous n'arrivez pas à gérer avec un enfant ou avec un parent. Il faut, C'est vrai. voilà, parlez-en en équipe, parlez-en aux collègues. Une situation conflictuelle, on peut s'en sortir. Il va se passer plein de choses. Il peut y avoir des départs. Ça peut être une réunion, ça peut être un projet en commun, faire des choses ensemble. Vraiment, ça change tout de faire des projets avec des gens qui ne nous apprécient pas aussi. On se dévoile et finalement, on tombe sur. On met en commun nos valeurs. J'ai batterie faible. Attendez, je mets le petit câble. Voilà. Je Et vais du coup, vérifier. Ouais. voilà, ça y est, hop, je suis connectée. Voilà. Ce qu'on avait envie vraiment sur ce mois de janvier, c'est de vous rebooster un petit peu parce qu'on sent que c'est un peu compliqué. Les métiers du social et de la petite enfance, même si on n'en parle pas beaucoup dans la presse, c'est vraiment des beaux métiers. Moi, je sais que c'est très riche. Quand j'étais en formation, ça chamboule tout. Ça chamboule, mais on fait des rencontres extraordinaires qui nous font grandir, mûrir, évoluer, et même les enfants qui, eux, nous oublient, mais nous, qu'on n'oublie jamais, ils nous apportent tous quelque chose. Des parents, certes, qui sont compliqués, mais qui ont leur raison.
ils ont leurs raisons et des raisons tout à fait valables puisqu'ils sont parents et que voilà, après, il faut rester professionnel. Et encore une fois, vous n'êtes pas seul, donc faites appel à vos collègues. Et puis, si ce n'est pas des collègues là où vous êtes, appelez d'anciennes collègues ou des amis. Et quand puis, il n'y a plus de moyens. Il n'y a plus moyen de discuter. Il n'y a plus de bonheur, il n'y a plus de joie. Il faut partir. Euh, N'hésitez pas à partir. Dans la petite enfance, il y a quand même du travail pour les CAP petite enfance. Il y a les EGE. Bientôt, vous verrez qu'elles peuvent travailler partout, les EGE. Mm. Est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, on va terminer. Moi, je vais clôturer en disant que j'ai des nouveaux projets qui arrivent sur Instagram bientôt. C'est-à-dire, je vais bientôt vous proposer des lives où je pars à la rencontre d'éducatrices de tous horizons et de toutes les structures. Donc, vous aurez bientôt des lives. On fera toujours des lives avec Alice, mais aussi je vais proposer bientôt des lives déjà avec des EGE qui travaillent non pas que en crèche. Bien sûr, il y aura un live avec une personne qui est en crèche, mais il y aura des lives avec des EGE qui travaillent partout. Une EGE qui travaille en pédiatrie, en MEX, en CESAD, en IME. Je cherche en ludothèque et médiathèque si vous en connaissez. Des EGE qui travaillent en Allemagne et au Canada. Et bien sûr, on a un invité mystère bientôt qui a passé sa VAE de JE et donc qui sera ma première invitée sur ce live le mois prochain, puisqu'elle envoie comme vous son dossier de VAE le 31 janvier. Voilà, et en attendant, mes nouvelles formules arrivent bientôt pour les accompagnements VAE de JE. En même temps que le livret 2, normalement, devrait sortir tout en même temps. Voilà. Ce qui devrait vous permettre d'avancer dans votre travail. Moi, mon objectif, c'est de valoriser ce métier EGE, de le faire connaître. Donc, quand je fais des lives avec Alice et avec d'autres EGE, n'hésitez pas à partager qu'il y aura un live et puis qu'on fasse connaître ce métier pour prouver qu'on n'est pas que là pour changer des couches, s'il vous plaît. Il y a tellement d'autres choses, les CAP petite enfance, les auxiliaires de puériculture, les infirmières, les éducatrices spécialisées, les éducatrices de jeunes enfants, les moniteurs éducateurs, les assistantes maternelles. Voilà, voilà. N'est-ce pas, Alice? Oui, clairement. Et pour rebondir sur ce que tu disais, quand on a fait ce métier, c'est très souvent pour les enfants, normalement. Recentrez-vous sur les enfants, remettez de la joie, du plaisir, faites des ateliers qui changent, mais des fois rien que de mettre de la musique sympa et de danser avec eux et de remettre un peu de joie là-dedans, les meilleures choses dans la vie parfois sont les plus simples. C'est ça. Euh, Il y a tellement de beauté dans ce métier. Moi, Faites-vous plaisir et puis vraiment ça va plus, effectivement partez. Vous détruisez pas pour une équipe avec qui ça va pas. Je veux dire, le travail, soit quand on choisit ce métier, c'est souvent par passion, mais le but c'est pas de se détruire au détriment de notre vie personnelle. Ou enfin, ça reste un travail, ok. c'est ça. Donc si vraiment vous n'avez plus de plaisir, si c'est du conflit, s'il y a de la toxicité dans les échanges, notamment hiérarchiques. Et surtout les éduques aujourd'hui, vous claquez des doigts, vous avez des postes, il y a des centaines de crèches sans éduques, mais allez passer des entretiens et allez chercher ce qui vous plaît, quoi, parce que vous avez le choix. Ça me fait chier de vous le dire en tant que directrice, parce que perdre des EJE, c'est relou, c'est pour ça que je fais tout pour les garder. Vous avez le choix, donc allez-y, faites-vous plaisir, quoi. Vous trouverez en un claquement de doigts, en tout cas en région parisienne. Et puis, ayez confiance en vous, sentez-vous légitime. C'est pas parce qu'il y a des failles, vous avez le droit de flancher à certains moments et vous repartez. Et puis voilà, et c'est comme ça. C'est ça, travailler avec de l'humain. C'est ça, avec travailler des enfants, avec des femmes, des parents. C'est jamais pareil. C'est ça qui est super riche. Et on apprend aussi des fois des situations compliquées. On fait un super métier. On travaille avec des gens, on n'est jamais seul. Donc, faites au mieux. Pensez à l'enfant, mais pensez à vous aussi d'abord. Parce que ce que vous transmettrez à l'enfant aussi, c'est du positif. Si vous, vous êtes dans un état d'esprit wow, fun et les jours où vous êtes fatigué ou vous n'avez pas envie, comme dit Alice, effectivement, on allume la musique et on danse. Et puis voilà, et on se décharge des mauvaises choses. Hein. Soyez pas tout le temps dans l'activisme. Posez-vous, observez simplement autour de vous et voilà, et prenez du plaisir. Votre bonheur, c'est ce qui est le plus important au travail.
Oui. Et si vous êtes heureuse, les enfants le seront aussi, tout simplement. Donc, allez-y. Ici. Et puis, du rire. Moi, je veux du rire. Donc, continuez de rire, s'il vous plaît. Et puis, comme je disais tout à l'heure, n'hésitez pas à nous partager, soit en commentaire, qui va être en replay le live, soit en MP, et nous dire un peu ce que vous auriez aussi envie de voir dans les prochains lives. Yes. Nous, l'objectif, Bon. c'est d'échanger avec vous et de nous adapter à ce que vous auriez besoin et envie de voir. Donc, Ouais. n'hésitez pas. Pareil pour les formations de petite enfance. Je vous le dis, j'en fais une le 30 janvier, donc un samedi après-midi, avec les enfants de l'Arbre Vert. Pour s'inscrire sur le site des enfants de l'Arbre Vert, le lien est dans mon Linktree Instagram. Le fait aussi. Et n'hésitez pas à venir nous voir pour voilà, qu'est-ce que vous auriez envie de bosser, en formation, en live, qu'est-ce que vous auriez envie de voir. Nous, notre objectif, c'est de partager, comme Christelle disait, cette passion du métier et, et pouvoir apporter un max. Quoi. Voilà. N'hésitez pas à continuer à m'envoyer vos petits messages en MP, j'adore, ou les petits mails avec votre parcours qui sont très riches et super intéressants. Après le live, je vous retrouve comme d'habitude avec une petite foire aux questions ouverte. N'hésitez pas à me mettre des questions. Si jamais j'arrive pas à y répondre, je taguerai Alice dessus. Voilà, ou me dire si vous avez apprécié aujourd'hui ce live. On se retrouve bientôt sur Instagram. Il y en a certaines d'entre vous que je vois bientôt la semaine prochaine pour préparer l'oral. Attention, je vous surveille. Voilà, je vous dis au revoir tout le monde. Travaillez. Merci d'avoir été là. Ouais, à bientôt. Surtout, n'oubliez pas de rire. Très important. Pas de rire, s'il vous plaît, parce que c'est rigolo de rire. Bye bye. Salut! Je ne sais pas comment on éteint une caméra, donc on- bye bye.